Alors, mon nom, c'est Romain Barre, je suis co-secrétaire général du GREA, c'est l'association des professionnels des addictions en Suisse romande. La question de la minorité et de la majorité, elle est très importante parce que d'une certaine manière, elle met des barrières à l'accompagnement, elle met des barrières à l'accompagnement, à l'accès à certaines prestations. Et c'est quelque chose qui ne correspond pas forcément à la réalité des consommations, à la réalité des personnes qui font leurs expériences avant de se préoccuper de savoir s'ils ont atteint l'âge de la majorité. Et dans certains cas, ça fait qu'on va atteindre beaucoup trop tard les publics concernés. À l'inverse, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des prestations qui, une fois qu'on a atteint l'âge de la majorité, s'arrêtent de manière nette sans qu'on puisse penser à une transition harmonieuse et que les personnes soient accompagnées à ce moment-là. Ce qui est assez intéressant de montrer par rapport à la problématique des mineurs non accompagnés, c'est que c'est des jeunes qui sont à la fois en train de vivre le passage à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine adolescence, mais en plus, ils connaissent des situations de déracinement. Donc, ils grandissent dans un environnement qui n'est pas du tout celui qu'ils connaissent, celui dans lequel ils sont nés. Souvent, il y a toute une partie de parcours de migration qui peut être extrêmement problématique, avec des environnements de naissance qui peuvent être des environnements difficiles à vivre, avec des situations complexes, ça peut être des situations de guerre, ça peut être des situations de famille dysfonctionnelles, ça peut être des situations politiques absolument instables. Donc ils se retrouvent tout d'un coup déracinés dans des environnements complètement différents où il y a pas un accès à des produits et c'est très très difficile de leur apporter un accompagnement adéquat à ce moment-là. Ce qui peut être problématique, c'est tant de comprendre la raison pour laquelle ils consomment, qui est souvent une sorte d'automédication par rapport au parcours complexe qu'ils ont eu et par rapport aux traumas qui peuvent exister dans les situations qu'ils ont vécues. Donc oui, et donc comment est-ce qu'on fait à la fois pour leur proposer un accompagnement qui permet de leur parler, qui correspond à la situation dans laquelle ils vivent, et à ce moment-là, comment est-ce qu'on arrive à les rattacher au tissu social, comment est-ce qu'on arrive à leur proposer une forme d'attachement à leur nouvelle culture. Très souvent, c'est pas des parcours qu'on peut faire dans l'autre sens. Donc la question de la migration, il va falloir qu'on se la pose de manière extrêmement sérieuse ces prochaines années. Les structures qui sont spécialisées dans les domaines des addictions doivent se former à ces questions-là. Ils doivent comprendre quels sont les produits qui sont consommés. Ils doivent comprendre quelles sont les situations qui peuvent être vécues. Et ça peut passer par toute une série de choses. Il va falloir qu'on forme les professionnels aux situations de migration. Il va falloir qu'on parle des produits qui sont consommés par ces personnes-là. Ça peut être par exemple le Lyrica, qui est une forme d'anxiolytique qui est très, très régulièrement prescrit auprès des populations en Afrique du Nord et qui est très consommé encore aujourd'hui en Europe par ces gens qui ont connu ces parcours de migration. Souvent, c'est un produit qui est mal connu, qu'on stigmatise comme beaucoup d'autres substances. Ça demande du coup forcément une adaptation, des formations, des prises en charge, des accompagnements. Dans certains cas, ce qui est assez intéressant, c'est que des structures spécialisées, elles ont pu proposer des types de prescriptions à bas seuil de l'IRICA qui permettent de sortir du marché noir et puis de proposer un accompagnement et de rattacher les mineurs non accompagnés, notamment, qui peuvent être concernés par ce type de suivi. Ce qui va être extrêmement important, c'est aussi de penser la transition, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au moment où le mineur n'est plus un mineur et se retrouve majeur. Et à ce moment-là, des fois, il peut y avoir des trous dans l'accompagnement, il peut y avoir des prestations qui manquent et il peut y avoir tout d'un coup un soutien qui s'efface. Et là, on risque de basculer dans une situation de précarité, on risque de basculer dans une forme de trou noir au sein du parcours de la personne. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument éviter. Et il ne faut pas faire l'économie de la réflexion autour de ces questions-là si on ne veut pas plus tard se retrouver avec des problématiques sociales importantes. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on doit travailler à ce sujet-là parce que la question de la migration, elle va être centrale ces prochaines années. À la fois parce qu'il y a toute une série de conflits qui agitent le monde, mais aussi parce qu'on a besoin, d'une certaine manière, d'une manœuvre jeune, très souvent qualifiée,
identifiés pour remplir toute une série de travaux dans notre société. Donc il va falloir qu'on réfléchisse en tant que professionnels des addictions à toute une série de ponts à creuser avec les spécialistes des questions de migration. Et il va falloir qu'on puisse l'expliquer de manière convaincante à nos décideurs, aux politiciens, à la population en général, pour qu'on puisse construire de solides qui va apporter une plus-value à la société de demain. Bon, par rapport à la question des drogues, ce qui est souvent intéressant quand on parle de la question de la relation mineur-majeur, c'est qu'il y a beaucoup de législation autour des drogues qui semble avoir été pensée en termes de protection de l'enfance. C'est souvent une argumentation qui va toucher les politiciens. Et ce qui va se passer de manière très régulière par rapport à ça, c'est qu'on va construire une régulation des substances qui va être axée sur une prohibition de la substance. C'est-à-dire axée vraiment sur une vision de la prévention, on pourrait dire très très passéiste, qui imaginait la suppression des substances dans notre société. Certains spécialistes des addictions disent que les lois autour de la consommation de drogue illégale aujourd'hui ont été pensées comme des lois de protection de l'enfance. Et en fait, ces lois du coup ne vont pas être du tout adaptées à la réalité de l'usage des produits. Il faut sortir de cette vision que les drogues sont uniquement un usage adapté que les drogues sont uniquement utilisées par des adolescents. Il y a beaucoup d'adultes qui utilisent des substances psychoactives et l'accompagnement, la possibilité d'en parler, la possibilité de tirer une sonnette d'alarme, si on regarde tout à travers la lentille de la protection de l'enfance, ça ne va pas fonctionner. Ça va créer vraiment une stigmatisation extrêmement importante. Donc il faut qu'on puisse repenser nos politiques drogue à la fois pour pouvoir accompagner les mineurs, mais aussi pour pouvoir accompagner les majeurs d'une manière adéquate. Et ça passe vraiment par une nouvelle construction de l'ensemble du système de régulation des drogues illégales aujourd'hui. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut bien entendu qu'on repense la régulation des drogues légales, c'est-à-dire l'alcool et le tabac, où là, il y a vraiment un travail de marketing orienté sur l'enfance qui peut poser beaucoup de problèmes, puisque ce marketing vise la recherche de nouveaux clients, la recherche de nouvelles personnes qui vont payer une forme de rente à l'industrie. Et de manière paradoxale, on le laisse très souvent faire dans notre société. Ça pose des problèmes à l'enfance, mais ça pose aussi beaucoup de problèmes une fois qu'on est arrivé à l'âge adulte, parce que l'alcool ou le tabac vont avoir des conséquences très importantes quand ils sont consommés de manière chronique sur de longues années. Donc la régulation qu'on met en place aujourd'hui, elle va avoir une conséquence sur les générations de demain, et ça, il ne faut jamais l'oublier.